Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser, mais j'aurais bien voulu être là ce matin, mais j'enseigne. Et voilà, j'enseignais ce matin. Donc c'est un plaisir d'être là et de vous parler donc changement climatique et résilience du système électrique français. Alors il y a mon nom parce que c'est à moi qu'on a demandé de faire la présentation, mais en fait c'est des contributions de beaucoup de personnes et probablement, malheureusement, quand on commence à faire une liste, c'est le gros danger, c'est qu'on risque d'en oublier et probablement j'en ai oublié et je les prie de bien vouloir m'excuser. Alors si ça fonctionne, ouais, ça a l'air de fonctionner. Voilà, alors le premier message, c'est que d'abord, l'énergie, c'est un contributeur majeur dans le changement climatique. Ça, ce que vous voyez là, sous forme de ballon, pour rendre ça plus sympathique, c'est la contribution des différents secteurs, donc production d'énergie, industrie, transport, etc., aux émissions de gaz à effet de serre. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que la production d'énergie elle-même dans le monde représente 35%, c'est le secteur le plus émissif en termes d'émissions. Alors la production, c'est en gros, je pars de l'extraction, je raffine, et puis je mets à disposition. Une fois que tout ça est fait, on prend son véhicule thermique, on va à la pompe à essence, et à ce moment-là, on met de l'essence et on roule avec. Et là, ce n'est plus de l'énergie, ou plutôt ce n'est plus comptabilisé dans le secteur de la production d'énergie, c'est comptabilisé dans le secteur du transport. Il en est de même lorsqu'on brûle du gaz pour se chauffer, c'est comptabilisé dans les bâtiments. Donc justement, quand on commence à rajouter finalement ce que le secteur de l'énergie émet, c'est-à-dire quand on va au-delà bien évidemment de la production, en fait l'énergie est partout, on en consomme partout, et donc si on met bout à bout tout ça, environ les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre sont attribuables à l'énergie, que ce soit sous l'angle de sa production, de ses usages, mais tout ça, ce ne sont que des conversions d'énergie en une autre. Voilà. Donc la transition énergétique est partout, l'énergie est partout, et c'est vrai que face aux enjeux de transition énergétique, la transition énergétique est avant tout une transition électrique. Alors pour mesurer un petit peu ce que ça signifie en termes de réchauffement climatique, donc ça, c'est pas le dernier rapport du GIEC, c'est l'avant-dernier. Ce diagramme montre ici la part des énergies, des énergies bas carbone dans la production d'énergie primaire. Et ça, c'est le scénario ici qu'il faut pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Donc ça, c'est la part de la production d'énergie bas carbone qui était donc ici mesurée en 2010. Ça, c'est ce qui est la trajectoire pour 2030, pour 2050 et pour 2100, ce qui nous amène en fait à la fin du siècle à quasiment l'intégralité donc de la production énergétique qui doit être fondée sur des technologies bas carbone. Donc ça, c'est pour le rôle de l'énergie dans le changement climatique. Mais le secteur de l'énergie est aussi fortement affecté par le changement climatique. Et ici, je vais aborder différents aspects, que ce soit donc sous l'angle de la production électrique d'une part, la consommation également, tout ce qui concerne la planification des investissements et la résilience aux conditions météorologiques extrêmes. Alors si je commence par la production d'énergie, ça, c'est donc une étude qui a été réalisée en 2018 et qui montre, pour la France, ici, j'ai extrait uniquement l'information sur le territoire français, donc de l'impact de différents niveaux de réchauffement climatique globaux, donc 1,5, 2 degrés, 3 degrés, ce qui correspond d'ailleurs à la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, l'impact que ça a sur le productible éolien, le productible solaire, l'hydroélectricité et tout ce qui est production thermoélectrique. Donc ici, on va trouver tout ce qui est centrale thermique, centrale nucléaire. Et donc, ce que l'on voit, c'est que pour la France, donc, les projections sont une réduction un petit peu partout de la production disponible. Alors, un point très important à voir ici, bien évidemment, c'est la technologie constante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projection d'évolution ou d'innovation technologique dans cette étude. Montre que la réduction, donc une réduction légère donc, de la production solaire et éolienne, qui s'explique très bien, c'est la réduction
tout simplement de la ressource, donc le vent, diminue dans la région en Europe. Très légèrement, le signal est très faible et encore très fortement incertain, comme on peut voir ici avec les barres d'erreur, enfin les incertitudes. C'est encore plus faible pour la production solaire. Ici, c'est du photovoltaïque, donc qui est essentiellement lié d'ailleurs à l'augmentation de la température, qui réduit l'efficacité des panneaux PV. Mais on voit un signal beaucoup plus important sur l'hydroélectricité et la production thermoélectrique, dans la mesure où ce sont des infrastructures qui sont beaucoup plus sensibles à la ressource en eau, qui dans notre région va déclinante. On est pour la moitié au moins du territoire sous l'influence d'un climat méditerranéen, qui est un des lieux chauds, ce qu'on appelle du réchauffement climatique, avec une tendance avérée et attribuable aux activités humaines, à l'assèchement et donc bien évidemment au réchauffement. Voilà, donc en France, le changement climatique devrait avoir un effet néfaste sur l'hydroélectricité et les centrales thermoélectriques, encore une fois à technologie constante, et un impact inégal sur les ressources énergétiques renouvelables à technologie. Voilà. Donc, et bien évidemment, l'impact est d'autant plus fort que le niveau de réchauffement est plus élevé. Toujours pour rester donc avec un focus cette fois-ci sur la production hydroélectrique. Pourquoi ce focus en particulier parce que c'est pas simple en fait de modéliser la production hydroélectrique. C'est une des technologies bas carbone qui se stockent. Donc on a des réservoirs d'eau, en tout cas pour la production avec réservoir. Donc c'est piloté. Il y a donc un pilotage en fonction des appels de ressources. Donc il faut savoir que l'eau, c'est pas que de l'énergie, c'est de l'irrigation, c'est de l'industrie, c'est bien évidemment de l'eau pour la consommation courante. Donc on est sur un processus de modélisation qui n'est pas simple, et pour reproduire la production hydroélectrique, c'est un couplage de modèles assez complexes, que ce soit des modèles économiques pour assurer donc la gestion, et des modèles hydrologiques. Donc ici, qu'est-ce que ça montre? Donc c'est une étude donc assez récente qui a été faite entre le CIRED et le LMD, donc qui montre ici donc la production pour différentes échéances ici de temps, dans le scénario le plus fort, le plus émissif, donc de la production hydroélectrique en fonction du mois de l'année pour donc les solutions avec réservoir et tout ce qui est au fil de l'eau, qui là n'a pas de gestion, hein. C'est beaucoup plus simple ici à modéliser, puisqu'on est sur de la production fatale. Tant qu'il y a du courant, il y a de la production. Et donc ce que l'on voit principalement, c'est un shift, donc un déplacement dans la saison, donc avec un pic de production qui se fait beaucoup plus au printemps, alors que alors que vous voyez pour les échéances plus récentes, on reste sur un pic, on va dire en début d'été, tout simplement lié à une modification des précipitations, qui sont maintenant des précipitations liquides plus que solides en hiver, donc forcément une fonte précoce qui explique donc ce déphasage. Et après, ce que l'on voit, c'est aussi donc je dirais l'intensité de la production, donc vraiment une réduction liée à la raréfaction de la ressource. Donc c'est un résultat qu'on peut tout à fait ici reproduire aussi pour la production hydroélectrique au fil de l'eau. Alors maintenant, la consommation est aussi très météo-dépendant, climat-dépendant. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'hiver, quand il fait froid, on se chauffe, que peut-être maintenant, pendant l'été, comme il va faire beaucoup plus chaud, on va se climatiser. Mais il n'y a pas d'ailleurs que le chauffage et la production de froid et l'air conditionné qui sont thermosensibles. Beaucoup d'autres secteurs qui s'électrifient sont aussi fortement thermosensibles. Pour ceux qui ont un véhicule électrique, vous savez très bien que votre autonomie d'hiver et votre autonomie de printemps, ce n'est pas du tout la même. Voilà. Et en l'occurrence, votre autonomie d'été aussi. Donc en gros, la demande électrique va suivre à peu près d'ailleurs la demande électrique de chauffage et de climatisation, même pour les véhicules électriques, avec une augmentation en hiver, mais aussi une augmentation en été, parce que dépasser une certaine température, la consommation reprend à la hausse, aussi pour les véhicules électriques. Donc ça, c'est un exemple. Après, on va aussi avoir d'autres exemples, hein, les data centers dont on parle autant. Là aussi, il y a une consommation qui est thermosensible. Donc ici, qu'est-ce que je montre? C'est l'évolution des besoins de chauffage et de climatisation
Alors, ça va être ici les besoins de chauffage, ici les besoins de climatisation, mais en regardant quand même deux aspects, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à en fait, quels étaient les déterminants de cette évolution, et sachant qu'il y a à la fois, bien évidemment, les besoins, c'est-à-dire liés uniquement à la température, mais aussi, tout simplement, les individus qui seraient susceptibles de mettre en marche ou pas leur climatisation ou leur système de chauffage, c'est-à-dire tout simplement l'évolution de la population. Et donc, ce que l'on voit, donc, la tendance, bien évidemment, de la consommation pour le chauffage diminue en hiver lié au réchauffement climatique. Mais cette tendance, elle est donc largement, ici vous voyez sur territoire, donc ça c'est l'intensité du, on va dire, plus on est rouge, plus l'effet du changement climatique domine, plus on est vert, plus l'effet de l'évolution de la population domine. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on est majoritairement, pour les besoins de chauffage, sont plutôt, c'est plutôt un impact dominant du changement climatique, sauf en certaines régions qui sont à forte évolution, en particulier accroissement de la population. Pour ce qui est des besoins en froid, eh bien, on a essentiellement, d'ailleurs, j'oublie, voilà, le changement climatique, principale cause de l'évolution des besoins de chauffage, avec une diminution modérée par l'augmentation de la population, sauf dans les départements à forte augmentation de la population. Et pour ce qui est des besoins de climatisation, on a un impact qui est assez équilibré, enfin, entre l'évolution de la population et puis donc l'effet de réchauffement lui-même. Donc la tendance temporelle est à peu près la même. Alors si on regarde maintenant, si on convertit ça en consommation, le gros sujet pour l'hiver, on peut se dire, finalement, le chauffage, on va en avoir moins besoin parce que, tout simplement, parce qu'il fait plus chaud. Mais en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que oui, en moyenne, il va faire beaucoup plus chaud, donc on aura besoin de moins de se chauffer. Sauf que les vagues de froid, elles peuvent être des vagues de froid qu'on vit aujourd'hui, et même hier, peuvent être aussi intenses, moins fréquentes, mais aussi intenses. Et ça, c'est pas complètement anodin pour le système électrique. Et les situations qui sont en particulier les plus difficiles à gérer, dans un mix avec, donc bien évidemment, des énergies renouvelables, eh bien, c'est des situations où on serait à la fois déficit de production électrique éolienne et en situation de grand froid. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que montrent ces graphes ? C'est les changements de fréquence de ce qu'on appelle les événements de forte consommation résiduelle, c'est-à-dire celles qui doivent être compensées par des besoins dits pilotables, que ce soit du nucléaire, du gaz, etc. Donc, ça, c'est le niveau de réchauffement, et ça, c'est donc l'évolution de la fréquence. Vous voyez que, donc en pourcent, vous voyez ici, les différentes couleurs représentent différents scénarios de consommation électrique. Et donc, ce que vous voyez, c'est que pour l'ensemble des scénarios ici, eh bien, on a une diminution de la fréquence de ces événements dits à risque, où on aurait à la fois une perte de production éolienne et donc un épisode de froid fort. Alors l'essentiel ici de ce signal est dû à la consommation thermosensible moyenne qui diminue très significativement avec le réchauffement climatique, alors que la production éolienne, le signal est extrêmement plus incertain. Mais vous voyez, on tombe sur une consommation résiduelle qui diminue avec le réchauffement climatique. Donc on a une baisse significative de la consommation électrique moyenne en 2050. Ça c'était c'était un papier qu'on avait fait auparavant, mais voilà, donc on a de toute façon une baisse significative de la consommation électrique moyenne, mais on a une baisse marginale de la consommation électrique lors des vagues de froid et puis de production éolienne faible. Alors, encore une fois, on pourrait se dire, ça, c'est bien. Effectivement, les situations de tension sur le réseau sont bien, sauf que le réseau, le système électrique est dimensionné pour pouvoir passer toutes les situations extrêmes, c'est-à-dire celles où on serait justement en déficit de production éolienne et en vague de froid. Donc, les besoins pilotables seraient non seulement nécessaires, mais nécessaires moins fréquemment, ce qui pose la question, bien évidemment, de la viabilité économique de ce système-là. Alors, si on regarde maintenant la consommation donc les scénarios de climatisation. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est de faire des scénarios de climatisation complètement idéalisés. Donc ici, ce que ça montre, ici, vous avez l'évolution de la consommation dite thermosensible.
celle qui est sensible à la température. Donc, on oublie la consommation de base. Et donc, ça, c'est l'évolution en 2040 de la consommation thermosensible. Et donc, ça, c'est en 2085, dans la situation où on regarde le nombre de climatiseurs installés en 2018. Donc, vous voyez qu'ici, cette consommation thermosensible est fortement en baisse, ce qu'on peut encore une fois attendre, puisqu'on est largement dominé par la diminution de la consommation de chauffage. En revanche, dans un scénario où on a considéré que tous les ménages étaient équipés de climatisation avec ce que j'appelle une progression géographique de proche en proche. Tiens, mon voisin a installé une clim, ça a l'air bien, je vais faire comme lui. Voilà, donc c'est l'idée. Alors, la façon dont on a disséminé dans le temps, voilà, c'est un modèle qui se veut quand même un peu idéalisé. Mais l'idée, c'était de regarder ça. Voilà, comment, dans le temps, on dessine un scénario de dissémination de la clim de proche en proche. Et donc, là, ce que l'on voit, c'est que l'échéance 2040, dans certaines régions, du sud de la France en particulier, bien évidemment, eh bien, cette fois-ci, la consommation thermosensible pourrait cette fois-ci avoir une tendance positive. On augmenterait les besoins, la consommation thermosensible, essentiellement due à la clim. Et vous voyez que dans un scénario qui reste un scénario complètement extrême, hein, bien évidemment, eh bien, pratiquement tout le territoire ici amènerait une augmentation de la consommation thermosensible. Alors maintenant, on s'est amusé à faire quelque chose d'un petit peu plus propre, et André Mounier est dans la salle, voilà, donc qui a travaillé pendant sa thèse justement sur la modélisation de l'adoption des climatiseurs, et donc afin d'avoir un modèle d'adoption qui nous permet ensuite d'intégrer ça dans des scénarios climatiques. Et donc, alors ici, ce que je vais pas, je montre pas tout ce qu'a fait André. Il a regardé aussi bien l'adoption de clim mobile, celle qu'on achète, qu'on installe chez soi juste en branchant ça sur le réseau, et les clim fixes qui là nécessitent un installateur agréé, etc., etc. Et donc on a regardé un petit peu, cette tendance. Et donc, d'une part, l'évolution de la consommation est principalement due à la climatisation fixe en 2050, donc c'est 75%. Et puis, donc ça, ce sont les différents. Donc là, on parle de l'historique observé. On a donc un modèle dans deux scénarios d'évolution d'émissions, un scénario qu'on pourrait appeler intermédiaire, un scénario le plus émissif. Et puis, on compare un petit peu notre trajectoire à celle donnée par RTE dans ces scénarios 2050. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a une trajectoire qui est assez semblable. On est un petit peu plus, on a une estimation qui nous est un petit peu plus forte de la consommation par les climatiseurs en 2050. Et ce que l'on voit, c'est surtout une évolution extrêmement forte à partir de 2050 jusqu'à la fin du siècle ici, où certaines projections nous amèneraient à dépasser la consommation électrique de chauffage actuelle. Ce qui, du coup, conforte quand même l'idée qu'on pourrait éventuellement repartir à la hausse en termes de consommation électrique. Alors, le changement climatique, c'est pas que de la production électrique, c'est pas que de la consommation électrique, c'est aussi des infrastructures. Et là, il y a beaucoup de travaux, pour le coup, qui ont regardé, on va dire, l'évolution de certains aléas importants pour les infrastructures énergétiques. En particulier, beaucoup d'études ont regardé ces aléas pour le réseau électrique, donc que ce soit les lignes, les transformateurs, les postes électriques, les équipements. Ici, vous avez pour chaque type d'aléa et pour chaque type d'infrastructure, eh bien, quels sont les risques associés, et le niveau de vulnérabilité dépend encore une fois, à la fois de l'infrastructure et de l'aléa. Donc quand c'est rose, la sensibilité est forte, quand c'est jaune, la sensibilité est faible. Et donc on a regardé, beaucoup d'études ont regardé un petit peu l'évolution de ces aléas. Et donc j'ai essayé d'en faire une synthèse qui est une synthèse quand même qui reste encore faite maison, mais j'ai voulu essayer de synthétiser un petit peu l'ensemble des sujets. Donc en gros, sur les vagues de chaleur, les vagues de froid, je ne vais pas vous surprendre, mais les vagues de chaleur est un élément déterminant ici dans l'évolution
de la vulnérabilité des infrastructures. Au contraire des vagues de froid, même si certaines vagues de froid, comme je vous l'ai dit, très intenses, peuvent demeurer, même dans un contexte de réchauffement climatique, et mettre les réseaux sous tension, si on peut dire. En termes de neige collante, il n'y a pas d'évolution sensible. Là, on n'a pas de signal climatique fort. C'est à la fois lié à l'augmentation de la température et puis donc finalement à l'humidité. Je ne reviendrai pas trop là-dessus. Et puis après, ça, c'était le risque électrique, dont un certain nombre de... Enfin, il y a très peu de publics qui sont sortis sur le risque incendie dans le nord du territoire, mais par contre, dans le sud, c'est clairement un risque identifié à la hausse dans le contexte du changement climatique. Donc canicule, sécheresse reste un aléa présent et un risque majeur pour les infrastructures. Un point qui est oublié, alors à dessein, c'est une publication qui est ancienne, en 2014, mais c'est juste pour faire bien évidemment une forme de prise un petit peu de distance, de recul par rapport à ces questions-là. C'est bien évidemment la situation plus du tout la même maintenant, mais ici ça montre les infrastructures énergétiques, donc que ce soit donc du transport, des points de production, donc que ce soit ici d'ailleurs de l'oil and gas ou du nucléaire, donc toutes les infrastructures dites côtières, avec une évaluation qui avait été faite à l'époque sur la perception du risque et les besoins d'adaptation à la montée des eaux et au changement climatique. Donc on voit que certaines régions d'Europe étaient particulièrement sensibles à ça. Nous, on se situait à l'époque entre medium to low, donc voilà, moyen à faible, perception du risque. Je pense que beaucoup de choses ont changé depuis, mais effectivement, on a des infrastructures côtières et souvent la hausse du niveau marin, et en particulier les surcotes liées à éventuellement des effets composés comme l'élévation du niveau, des tempêtes présentes, des précipitations intenses, peuvent amener à un risque très significatif sur les infrastructures côtières. Et donc, il faut être vigilant sur ces impacts. Après, un dernier point, et donc j'en arrive quasiment à la fin de mon exposé, c'est que dans les scénarios climatiques, eh bien, en fait, on essaye d'échantillonner tous les possibles. Voilà, du futur. Mais en fait, on a quand même on a des moyens limités, on fait un certain nombre de simulations, et donc forcément, on sous-échantillonne, on va dire, la distribution de l'ensemble des possibles. Et donc, il y a de gros travaux qui sont faits en ce moment, donc c'est vraiment un domaine de recherche qui se développe énormément en sciences du climat, c'est comment décrire des événements qui sont à très fort impact, mais à très faible probabilité. Donc ça, c'est des choses qui sont faites dans nos laboratoires, où là, on regarde des conditions de retour, typiquement jusqu'à 100 ans. On va regarder des événements extrêmement extrêmes, mais qui nécessitent des méthodologies, des approches différentes. Donc voilà, une nécessité de travailler sur l'évaluation des risques extrêmes à très faible probabilité d'occurrence pour pouvoir mieux prévoir et anticiper la résilience du réseau en termes de sécurité des infrastructures. Ici, c'est donc la demande résiduelle, donc ce qui devrait être couvert, encore une fois, par des moyens pilotables, et voilà, qui montre tout simplement, en fonction du mois de l'année, ici, les situations qui pourraient être extrêmement contraignantes pour le réseau, donc en présence de cas d'événements extrêmement rares. Voilà, et ça, c'est le dernier slide pour rassurer le modérateur. C'est le coût de l'impréparation. Donc là, on a été regarder aussi, est-ce que le changement climatique affecte le coût de l'impréparation du système électrique? Alors là, le modèle qui est utilisé est un modèle de complexité intermédiaire, donc il n'y a pas tout, il n'y a pas le coût, par exemple, des infrastructures de transport et de distribution. Ce sont essentiellement les coûts des installations de production. Et donc ici, voilà l'idée un petit peu générique. Ce qui est surtout important, c'est qu'on a fait un travail où on a calculé le coût de l'impréparation ou de la parfaite adaptation en fonction du réchauffement climatique d'une part et découplé du scénario socio-économique d'autre part, et en couplant les deux. Donc ici, le signal, c'est que plus le réchauffement climatique est important, plus le coût du système diminue, lié essentiellement aux besoins de chauffage qui sont moins importants. Donc ici, en bleu, vous avez le coût de la parfaite adaptation. Ça, c'est ce que ça nous coûte pour être parfaitement adapté à un réchauffement climatique à 4 degrés. Ça, c'est le coût du coût de l'impréparation, et ça, c'est le coût de la non-adaptation. Donc vous voyez que d'abord, il y a un facteur fort entre ici un scénario de consommation intermédiaire RTE 2050 et un scénario de sobriété. Ici, vous voyez que les chiffres en termes de coûts ne sont pas du tout les mêmes. Donc on est très fortement conditionné par d'abord le scénario socio-économique.
un petit peu moins par le changement climatique, mais regardez ce qui se passe quand je couple les deux, c'est-à-dire que le changement climatique va avoir un impact sur l'environnement socio-économique, et bien dans ces cas-là, les coûts partent à la hausse, et donc on a un effet de couplage qui est très important, et le message qu'on a derrière ici, c'est de coupler ces effets changement climatique et demande énergétique pour les besoins de prospective. C'est souvent fait de façon séparée, pas de façon couplée, et c'est essentiellement le message ici que je transmets. Donc voilà, en termes de message à emporter à la maison, c'est quoi? C'est que d'une part, le secteur de l'énergie, c'est le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre et qui représente 75% des émissions, dont 35% juste pour la production. Il y a une urgence à adapter le système énergétique pour répondre à la demande croissante en électricité. On a une dépendance, donc avec des besoins d'efficacité accrue, de remplacement du type de système de refroidissement et de sources de carburant qui peuvent réduire la vulnérabilité des centrales aux contraintes hydriques. L'eau est clairement un enjeu extrêmement fort et probablement largement sous-regardé dans le secteur de l'énergie. Et une contribution donc plus élevée des technologies de production d'électricité non dépendantes de l'eau, ça va être un enjeu important. Il y a le deuxième point, c'est d'évaluer l'impact du changement climatique sur l'opération du système électrique, en particulier au pic de demande, et la structuration, la structure des coûts de production, donc qui intègre d'autres secteurs de consommation thermosensibles. J'ai parlé de la mobilité électrique, des data centers. Et enfin, l'importance de travailler sur l'évaluation des risques extrêmes à très faible probabilité d'occurrence pour pouvoir mieux prévoir et anticiper la résilience du réseau en termes de sécurité des infrastructures et de la gestion de l'équilibre offre-demande. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai fini.